100 ans après le début du conflit, il n'y a plus aucun survivant pour témoigner de la Première Guerre mondiale, de cette grande guerre si meurtrière qui risque de disparaître petit à petit de nos souvenirs. On a tous en tête des images de tranchées boueuses, de poilus, de gueules cassées. Mais ces images noir et blanc n'évoquent pour la plupart d'entre nous que des cours d'histoire lointains, des commémorations sur la place de l'église. Avez-vous déjà fait l'expérience de vous arrêter ne serait-ce que quelques instants devant un monument aux morts? De lire la liste de ces héros qui sont morts pour la France, qui sont morts pour notre liberté. Ces héros, ce sont vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères. La plupart des familles vendéennes ont été touchées par cette tragédie. 22 000 morts disparus, c'est 5% de la population totale du département. Cette histoire, c'est la vôtre. Alors suivez-moi. « 19 juin 1916. J'ai envoyé une carte chez nous. Dans la soirée, violente canonnade, avec des gros obus. Le bataillon, craignant une attaque, fait mettre baïonnette au canon. Les poilus montent sur le parapet, les mitrailleuses fauchent dans le tas. Il y a beaucoup de blessés. » Ce témoignage rare, c'est celui d'Athanase Carto, brancardier né à Saint-Michel-en-Lerme et mort intoxiqué par gaz en 1918. Dans son journal de bord, il décrit l'horreur des tranchées, antichambre de la mort. Le froid, la faim, le manque d'hygiène, les obus, le gazage et la peur, omniprésente. Le front, les poilus vendéens l'ont connu en se battant au sein du 93e régiment d'infanterie de la Roche-sur-Yon et du 137e de Fontenay-le-Comte. Courageux, volontaires, ils se sont démarqués par leur ténacité, notamment dans la bataille de Tournai en Belgique et dans celle de Verdun en 1916, devenant même un mythe, celui des soldats ensevelis debout, baïonnette à la main. La Vendée a ses héros de l'ombre, mais aussi ses héros historiques. Le village de Mouilleron-en-Parais a la spécificité d'avoir vu naître ici deux grandes figures de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est exceptionnel. C'est exceptionnel, effectivement. Donc Jean Delattre, qui sera maréchal de France, commence sa carrière pendant la guerre 14-18 et c'est là où il va se faire remarquer, il va terminer capitaine. Il va être blessé 5 fois et cité 8 fois. Donc là, on est dans ses jardins. On est dans le jardin de sa maison. Et Clémenceau, qui est à quelques mètres d'ici, avec aussi la possibilité de découvrir sa maison natale et ses jardins, va devenir le Père Lavictoire à partir de 1917, président du Conseil, ministre de la guerre. Et pendant quelques mois, il va devenir le Père Lavictoire en allant voir les poilus pendant 90 jours sur 360 jours de fonction. Nous sommes aux archives départementales de Vendée qui ont fait un travail extraordinaire en répertoriant plus de 140 000 poilus vendéens, mais aussi les entreprises et les usines qui ont participé à l'effort de guerre. En 1914, il faut bien s'imaginer que les hommes sont dans les tranchées, sur le front, et les femmes prennent le relais à la fois dans les champs et dans les usines. Chacun participe. La majorité des entreprises vendéennes s'est mobilisée pour l'effort de guerre. Je vous donne deux exemples. La famille Pellerin à Tiffauges, horloger, qui met son savoir-faire au profit de l'artillerie. Et puis une autre entreprise de textile, Renou Frères, à Mortagne-sur-Sèvre, qui va fournir plus de 6000 mètres de tissu par mois à l'armée. L'histoire appartient à ceux qui vont la chercher, et ici, elle est consultable par tous aux archives du département de Vendée. Les archives, ce professeur d'histoire moderne les connaît bien. Natif de l'Île-Dieu, il a consacré l'essentiel de ses recherches au milieu maritime. Jean-François Henry, je suis très heureux de vous retrouver au milieu de la cour d'honneur du Conseil départemental de la Vendée pour parler d'un aspect surprenant de la Première Guerre mondiale, la guerre maritime, surtout à l'Île-Dieu. Oui, effectivement, c'est un aspect très méconnu de cette guerre maritime et je dirais même de cette guerre sous-marine. En 1917, les troupes de chaque côté, aussi bien allemandes que françaises, sont épuisées et le ravitaillement devient un enjeu essentiel. Les Allemands l'ont bien compris parce qu'ils se lancent dans une guerre sous-marine à outrance. C'est-à-dire qu'ils vont couler tous les navires qui circulent, aussi bien des navires alliés ou neutres. Et ça représente à peu près combien d'épaves au large des côtes vendéennes? On peut estimer à peu près une cinquantaine. Mais rien que pour l'année 1917, on compte 27 torpillages autour de l'Île-Dieu. Et il y a une épave ou un torpillage qui a plus marqué l'histoire?
Oui, alors il y en a un qui a marqué l'histoire, c'est l'histoire du Sequana, qui est un paquebot qui venait de Dakar, qui a à son bord des passagers, qui sont des coloniaux qui reviennent en métropole, et aussi 400 tirailleurs sénégalais qui partent sur le front. Ce paquebot a été coulé le 8 juin dans la nuit, et ce naufrage a fait de nombreuses victimes, puisqu'on compte 207 noyés, dont 198 tirailleurs sénégalais. C'est une sorte de tranchée maritime. Ce sont des tranchées maritimes, ce sont ce qu'on pourrait appeler des tranchées englouties, qu'on ne reverra plus aujourd'hui. World War I saw more than 2 million Americans in arms. The doughboy went into the war that gave En 1918, la guerre prend un tournant décisif avec l'arrivée des troupes américaines. Tony, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici, devant la cale de Barbâtre? Eh bien, tout simplement pour vous parler d'une histoire et d'une page totalement méconnue de la Première Guerre mondiale, la présence des unités américaines sur les côtes vendéennes et donc plus précisément sur l'île de Noirmoutier à Barbâtre. Moi, je pensais que la base navale était en face, à Fromentine. C'est là où les Américains ont pris pied le 4 février 1918, en arrivant en Vendée. Mais la base a été construite en totalité sur l'île de Noirmoutier à Barbâtre. Et quel a été l'impact des Américains sur la guerre maritime, ici? Alors c'est un impact positif avec l'arrivée des unités d'hydraviation américaines qui ont pour but de protéger les convois mais également protéger nos côtes. Ces U-boats qui pullulent le long de nos côtes de l'Atlantique, eh bien ça va complètement annihiler effectivement cette guerre sous-marine. Si dans le sud, on accueille les Américains, au nord de l'île, un chapitre plus sombre se joue dès 1914. Nous sommes au château de Noirmoutier, qui est un lieu assez méconnu de la guerre 14-18. Ici, comme à la citadelle de l'Île-Dieu, des civils allemands et austro-hongrois ont été internés quand la guerre a été déclarée. Ces internés, surnommés les indésirables, n'avaient le droit de sortir que pour leur ravitaillement. Difficile de le soupçonner quand on regarde le château. Une nouvelle preuve qu'il faut transmettre l'histoire. Les poilus ont donné leur vie pour qu'on connaisse la paix. Aujourd'hui, ils sont tous morts, ils ne peuvent plus témoigner. Leur rendre hommage, c'est leur rendre honneur. Faire vivre leur mémoire, c'est reconnaître qu'ils ne sont pas morts pour rien. Cette histoire, c'est la vôtre. Elle vous appartient, c'est à vous de la conjuguer au présent. Allez visiter ces lieux de mémoire, parlez-en autour de vous pour que jamais ne s'éteigne la flamme du souvenir.